Savez-vous que la plupart des gens confondent droit public et droit administratif, et que cette confusion peut vous coûter cher dans vos études ou votre carrière? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement les différences, les notions essentielles et vous donner des exemples concrets pour maîtriser ces deux branches du droit en quelques minutes. Restez jusqu'à la fin, vous comprendrez tout ce qu'il faut savoir pour ne plus jamais vous tromper. En 2021, nous avons été les témoins de nombreux événements médiatisés. Par exemple, la prestation de serment en tant que président des États-Unis de Joe Biden en janvier, mais aussi l'investiture en tant que chancelier allemand d'Olaf Scholz en décembre. Une procédure de destitution a également été enclenchée à l'encontre du président du Chili en novembre, à la suite des Pandora Papers, un scandale lié à des révélations en matière d'évasion fiscale. Autre actualité récente, nous avons également assisté, dans certains États, à l'activation de dispositifs d'urgence dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Tout ceci relève, de près ou de loin, du droit constitutionnel. Lorsqu'on parle de droit constitutionnel, on étudie l'ensemble des normes fondamentales qui organisent l'État. Ces règles sont en général rassemblées dans une constitution. Quand on étudie le droit public ou le droit constitutionnel à l'université, on s'intéresse en particulier à plusieurs choses. Premièrement, on étudie les règles qui formalisent les grands choix de société et organisent les institutions de l'État. Qui dirige? Qui adopte les normes? Quelle est la place du citoyen dans la sélection et l'élection de ceux qui décident? Une question évidemment importante pour les régimes démocratiques. Ces règles constitutionnelles structurent les trois pouvoirs de l'État, théorisés dès le XVIIIe siècle par le baron de Montesquieu. Il s'agit des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le détenteur du pouvoir législatif adopte les lois au sens large, les règles générales et abstraites qui s'appliquent à toute la population. Le pouvoir exécutif, quant à lui, les concrétise et les applique au quotidien, tandis que le pouvoir judiciaire, sur la base de toutes les règles de droit en vigueur, tranche les litiges entre les particuliers et parfois même entre les particuliers et l'État. Deuxièmement, on s'intéresse aux règles, également constitutionnelles, qui fixent les limites de l'action de l'État. Nous songeons ici spécialement aux droits fondamentaux que nous aborderons plus en détail dans une autre section du module. De façon générale, l'étude du droit constitutionnel permet de comprendre les caractéristiques des États et dès lors de les comparer entre eux. Cette comparaison peut se faire sous différents angles. Je cède la parole à Xavier Mini et Léna Geron qui vont aborder chacun un type de distinction. On peut par exemple s'intéresser à la façon dont le chef de l'État accède à ses fonctions. On observe alors deux grandes catégories d'États. Certains d'entre eux sont des monarchies, le chef d'État, le roi ou la reine, parfois une grande duchesse ou un empereur, y est une personne non élue. Elle est désignée sur la base de l'hérédité. On remarque toutefois que dans les monarchies occidentales d'aujourd'hui, le monarque n'a souvent qu'un rôle essentiellement symbolique. Le véritable détenteur du pouvoir exécutif, c'est le chef de gouvernement, qui porte en règle générale le nom de Premier ministre. D'autres États sont des républiques. Là, le chef d'État est élu directement par la population ou par une assemblée. En France, le président est élu directement par la population, tandis qu'en Allemagne, le Bundespräsident est élu par une assemblée fédérale. Il existe une variété de républiques. Parfois, comme aux États-Unis, le président est le chef d'État, mais aussi le chef de gouvernement. Par contre, en Allemagne, il y a certes un président, mais ses fonctions sont très limitées, à la manière du roi dans les démocraties occidentales. C'est le chancelier fédéral qui dirige l'action du pouvoir exécutif. À cette première distinction, on peut en ajouter une autre, qui concerne les relations entre les organes qui exercent les différents pouvoirs. À cet égard, on distingue les systèmes parlementaires d'une part et présidentiels d'autre part, avec, entre les deux, un type de régime que l'on qualifie de semi-présidentiel. Dans un système parlementaire, le détenteur du pouvoir exécutif, en d'autres termes le gouvernement, est responsable devant le Parlement. Ce dernier peut donc faire chuter le gouvernement en exprimant sa méfiance s'il n'est pas d'accord avec ses choix politiques. On parle alors du vote d'une motion de méfiance par le Parlement à l'encontre du gouvernement. La Suède, l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie sont des exemples de régimes parlementaires. Le régime présidentiel, quant à lui, est différent. On y trouve une séparation des pouvoirs plus rigide, car le gouvernement n'est pas responsable politiquement devant le Parlement. Les États-Unis sont un exemple de ce modèle. En effet,
ni le président, ni même les autres détenteurs de fonctions exécutives ne sont responsables devant le Congrès. Ainsi, il est tout à fait envisageable d'avoir un président issu, par exemple, du Parti démocrate, alors que le Congrès est composé d'une majorité de représentants républicains. Entre ces deux modèles, on trouve le régime semi-présidentiel, c'est-à-dire une forme de compromis, un régime hybride. Le président dispose de pouvoirs qui lui sont propres. Il n'est pas responsable devant le Parlement. En revanche, il agit de concert avec un Premier ministre qui, lui, est bel et bien responsable devant le Parlement. Il peut en résulter des situations où le président est d'une certaine couleur politique et le Premier ministre d'une autre couleur, de même que la majorité du Parlement. En France, modèle par excellence de ce régime semi-présidentiel, on parle alors d'une situation de cohabitation. L'étude du droit constitutionnel permet d'opérer encore d'autres distinctions intéressantes. Par exemple, en fonction de la manière dont le pouvoir est réparti à l'intérieur des États. Il existe ainsi des États unitaires et des États fédéraux. Dans le premier type d'État, il n'y a qu'un seul centre principal de décision. Dans le second, l'État fédéral, on trouve plusieurs collectivités autonomes, à côté de l'autorité fédérale ou centrale, qui est compétente dans certaines matières sur tout le territoire. Il y a des entités fédérées. On parle de States aux États-Unis, de Länder en Allemagne et de cantons en Suisse. Ces entités sont compétentes pour régler d'autres matières, chacune sur une partie seulement du territoire national. Le fédéralisme permet par exemple aux différents États des États-Unis de développer des politiques différentes en matière pénale. L'autonomie des States permet à l'un de maintenir le principe de la peine de mort, tandis qu'un autre choisit de l'abolir. Venons-en à présent au cas tout à fait particulier de la Belgique. La Belgique est une monarchie constitutionnelle. Les pouvoirs du monarque, encadrés par la Constitution, sont en pratique fortement limités. La Belgique est par ailleurs un régime parlementaire. Le gouvernement, composé de ministres, est le véritable détenteur du pouvoir exécutif et est responsable devant le Parlement, en particulier devant la Chambre des représentants, qui est composée de députés élus directement par les citoyens. Au regard des distinctions que nous avons opérées il y a quelques minutes, on doit remarquer que la Belgique est un État fédéral. C'est sur ce dernier trait que nous allons maintenant nous focaliser. Tant le modèle belge est particulier et apparaît parfois comme étonnant depuis l'étranger. Xavier Mini et Léna Geron vont présenter les origines du fédéralisme, puis ses grands traits actuels. À l'origine, en 1831, la Belgique était un État unitaire, avec une prise de décision qui était donc centralisée. Cependant, sur le plan démographique, l'État belge était déjà pluriculturel. Le pays regroupe en effet, au nord de son territoire, une population qui s'exprimait principalement en flamand, et au sud, une population dont les langues usuelles étaient des patois romans, principalement wallons. Alors que les institutions du royaume fonctionnaient exclusivement à l'aide de la langue française, parlée par l'élite au sud comme au nord, un mouvement flamand émerge au cours de la seconde moitié du XIXe siècle pour revendiquer une plus grande place pour la langue néerlandaise au sein de l'État belge. Un mouvement wallon y répond également au tournant du XXe siècle. Progressivement, la structure de l'État belge apparaît comme obsolète face à des demandes d'autonomie de plus en plus fortes au nord comme au sud. Les transformations de la structure de l'État sont entamées en réaction à ces demandes au cours des années 1970. Après 6 réformes de l'État, dont la dernière date du début des années 2010, la Belgique est devenue un système fédéral approfondi et singulier, dans lequel les composantes bénéficient d'une forte autonomie. Le pouvoir d'adopter des lois et de gouverner le pays n'appartient plus exclusivement à une autorité centrale. Il faut composer avec 2 autres types d'entités, qui exercent de manière autonome leurs compétences dans les matières qui leur sont attribuées. La répartition des compétences a en effet évolué selon 2 axes principaux. Premièrement, on a créé des entités sur la base du critère linguistique et culturel. Ce sont les communautés. On compte 3 communautés liées aux 3 langues principales du royaume. La communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone. Les communautés jouissent de compétences en matière d'enseignement, de culture, d'emploi des langues, mais aussi dans le champ de la santé et de l'aide aux personnes. À côté de ces 3 communautés, on a également mis en place 3 régions pour répondre à l'aspiration exprimée principalement par le mouvement wallon, aspiration qui vise à plus d'autonomie pour des entités définies selon des critères davantage socio-économiques.
On distingue alors la région flamande, la région de Bruxelles-Capitale et la région wallonne. Ces entités fédérées vont se superposer aux 3 communautés et jouir des pouvoirs législatifs et exécutifs dans une série de domaines tels que l'aménagement du territoire, l'agriculture ou encore la politique de l'emploi ou celle de l'énergie. En synthèse, les 3 régions sont, avec les 3 communautés, les composantes de la structure fédérale belge. Elles possèdent leur propre parlement, mais aussi leur propre gouvernement. Agissant sur tout le territoire, l'autorité fédérale, quant à elle, va conserver des compétences dans un grand nombre de domaines, comme, entre autres, la défense nationale, la justice, la sécurité sociale ou encore les affaires étrangères. Les communautés et les régions sont elles aussi compétentes pour établir des relations, et ceci est à noter, des relations avec les autres États dans le cadre des matières qu'elles gèrent. Ce modèle fédéraliste belge, déjà original avec un chevauchement d'entités, va être rendu encore un peu plus singulier par le jeu des transferts entre les entités. En effet, et ceci est prévu par la Constitution, certaines entités ont gagné en pouvoir au détriment d'autres. La région flamande a par exemple transféré l'exercice de l'intégralité de ses compétences à la communauté flamande. Cette région n'est donc plus qu'une coquille vide. Et la communauté flamande va édicter dorénavant des normes, aussi bien dans des matières communautaires que dans des matières régionales. Au sud du pays, autre exemple, on remarque que la communauté française a quant à elle transféré l'exercice de certaines de ses compétences à la région wallonne et aussi à une entité politique qui rassemble les francophones sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. On appelle cette entité la Commission communautaire française ou en abrégé la COCOF. Enfin, la région wallonne a transféré à son tour l'exercice de certaines compétences à la communauté germanophone. On remarque donc une structure tout à fait particulière si on compare la Belgique aux autres États fédéraux comme la Suisse, l'Inde ou le Canada. D'ailleurs, cette structure n'est pas encore stabilisée et on remarque que certains partis politiques réclament fréquemment une révision de la Constitution, soit pour redonner des compétences à l'autorité centrale, soit pour accentuer encore la décentralisation vers les communautés et les régions. On évoque aussi parfois un nouveau modèle pour le fédéralisme belge, où les 3 communautés et les 3 régions seraient remplacées par 4 entités. Une pour les Flamands, une pour les Wallons, une pour les Bruxellois et une pour les germanophones. La construction de cette Belgique à 4, si elle paraît séduisante, soulève cependant de nombreuses questions politiques et juridiques très complexes. Les futurs étudiants intéressés par le droit constitutionnel seront certainement bien placés pour observer et étudier les évolutions futures du fédéralisme. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons vous parler du droit administratif. Le droit administratif est une branche du droit public. Il a pour objet l'organisation et les actions du pouvoir exécutif et des services publics. La société contemporaine recourt à de nombreux services mis à la disposition de tous dans tous les secteurs. Les transports en commun, comme le train, le tram, le bus ou le métro, la distribution du courrier, la sécurité des personnes et des biens, l'instruction scolaire ou encore l'état civil, dont une manifestation bien connue est le mariage à l'hôtel de ville. Tous ces services ne tombent pas du ciel, mais procèdent de décisions de la collectivité qui a besoin pour cela d'une organisation structurée et de règles sur la manière d'agir dans l'intérêt général. Comment tout cela est-il organisé dans la pratique ? Le premier élément de réponse se trouve dans la Constitution. C'est un texte fondateur de notre ordre juridique. Elle institue les législateurs et les gouvernements, elle structure les droits et les devoirs des citoyens, elle contient les grands principes de notre vie collective. Ces grands principes sont ensuite développés par les élus du peuple au moyen de lois. Prenons quelques exemples. Tout d'abord, l'article 23 de la Constitution précise que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ensuite, la loi du 8 juillet 1976 prévoit la création des CPAS.
Cet article 23 de la Constitution garantit également le droit à la protection d'un environnement sain. Le législateur wallon met en place un code de l'environnement et un code du bon développement territorial. Ce code impose à celui qui veut construire de demander un permis. Autre exemple, la Constitution prévoit que l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Il y a évidemment ici aussi besoin de développement. Il en va de même quand le législateur décide qu'il y aura des transports publics de personnes sur le territoire, ou encore quand la Constitution protège la propriété privée, mais permet que la loi règle l'expropriation pour cause d'utilité publique, moyen d'action bien utile en effet. Dans tous ces cas, l'intervention du constituant et du législateur donne une impulsion démocratique qui ne suffit pas à ce que les services fonctionnent dans le concret. Pour véritablement changer la vie, il faut les mettre en œuvre. Il y a un besoin d'exécution. Nous entrons ici dans le monde du droit administratif. Il faut désigner les agents des CPAS, les enseignants et directeurs d'école, les chauffeurs des bus et conducteurs des trains, faire en sorte qu'il y ait des bâtiments scolaires, des rails et des locomotives, que la police arrive quand on l'appelle, s'assurer que les demandes de permis d'urbanisme soient traitées, que des moyens financiers soient là pour procurer l'aide sociale aux démunis, payer les agents et les fournitures. C'est là tout l'intérêt du droit administratif, qui règle la mise en place pratique et concrète des services publics et garantit que tous y auront accès dans la réalité. Soyons plus précis. Cette mise en œuvre de la loi incombe au pouvoir exécutif, traditionnellement incarné par le roi et ses ministres. Dans la Belgique fédéralisée, il s'agit du gouvernement fédéral et des gouvernements des communautés et des régions. L'administration est constituée des services publics et des agents placés sous le contrôle d'un membre d'un gouvernement. Elle adopte des actes juridiques et des actes matériels pour fournir immédiatement aux citoyens les services prévus par la Constitution et la loi. C'est l'objet du droit administratif, l'ensemble des règles et des actes de l'État en action qui descend sur le terrain pour assurer au quotidien la gestion de la cité. Le droit administratif règle et accomplit la transformation des ambitions constitutionnelles et légales en réalisation concrète au profit du public. Reprenons nos exemples. Après que la Constitution et la loi ont prévu l'aide sociale, le droit administratif prend le relais et crée effectivement les CPAS, leurs agents administratifs, assistants sociaux et psychologues, leurs locaux et leurs hôpitaux. Ce, dans le but que l'aide matérielle, sociale, médicale ou encore psychologique bénéficie finalement à telle personne indigente. Sur la base des principes contenus dans le Code du développement territorial, le gouvernement règle les différentes affectations du territoire. Où implantons les habitations, les écoles, les entreprises, les parcs, les voiries, la ligne de tram, les usines. Ensuite, l'administration de l'urbanisme et le collège communal savent comment délivrer ou refuser les permis d'urbanisme à ceux qui les demandent. Et ils le font. De même, des autorités administratives vont mettre à disposition de tous des voiries sûres et équipées en eau, en électricité, en gaz. Elles exproprient si besoin est. Elles organisent les transports publics, ce qui implique de construire des tronçons, de procéder à l'achat de bus, de trams ou de métros, d'engager et de rémunérer des conducteurs, mais encore d'organiser des itinéraires, le passage du bus et la vente des billets. Enfin, après l'affirmation que l'enseignement fondamental est gratuit, nous voyons tous bien qu'il faut encore que l'école soit implantée à tel endroit, bien chauffée, dotée de matériel scolaire, que des professeurs soient nommés, payés, que les inscriptions soient enregistrées et que les classes soient constituées et les diplômes délivrés. On imagine les décisions innombrables que ces objectifs requièrent, décisions qui sont adoptées par les autorités administratives comme le gouvernement, les communes ou encore les écoles elles-mêmes. Tous ces besoins de services sont en constante évolution. L'administration doit pouvoir changer de cap et s'adapter. Une des spécificités du droit administratif est donc son caractère évolutif, sa capacité à répondre aux changements qui se produisent au gré des contingences sociales, politiques, économiques ou sanitaires, comme l'actualité du Covid l'a montré. L'action dans l'intérêt général requiert parfois de contraindre, d'imposer aux administrés de faire quelque chose ou de s'abstenir, et ce de façon très diverse. Porter le masque, ne pas se déplacer la nuit, subir une expropriation. En raison de ce trait, le droit administratif est présenté comme autoritaire et inégalitaire, en ce sens que l'administration et l'administré ne sont pas sur le même pied.
Le droit administratif n'est pas pour autant arbitraire. L'administration doit suivre les règles et en cas de difficulté, des recours sont offerts. Il s'agit par exemple du recours de l'étudiant qui a échoué, du recours du demandeur qui n'a pas obtenu le permis d'urbanisme convoité ou de celui qui n'a pas reçu l'aide sociale sollicitée. Il peut encore s'agir du recours du propriétaire exproprié qui critique l'opération. On le voit, le droit administratif est une matière essentielle à la vie en société. Il mérite une attention constante et un traitement universitaire. Tout un service y est dédicacé au sein de la faculté de droit de l'Université de Liège au Sartillement. Plusieurs professeurs et assistants s'y rassemblent. Ils sont tous engagés dans la pratique du droit et font dans leurs cours la synthèse de leurs expériences. Les cours aux étudiants sont l'activité essentielle, mais pas la seule. L'enseignement universitaire ne peut être que le fruit de l'analyse permanente du droit administratif qui se nourrit au quotidien des législations, des règlements, des décisions des cours et tribunaux belges, européens et étrangers, des ouvrages de doctrine, des colloques, des conférences et de la vie. Le professeur Michel Pack, juge à la Cour constitutionnelle, est titulaire du droit administratif et principe du contentieux administratif. C'est l'enseignement de base. Il vient en 3e année du baccalauréat en droit. La structure est assez stable, mais le contenu est révisé chaque année. On y examine les institutions, leurs actes et la manière de résoudre les problèmes. On s'inspire des législations et des cas jugés. L'objectif, c'est de permettre à l'étudiant de voir clair et de s'adapter aux changements, ce qu'il fera toute sa vie. Le professeur Michel Delnoy est aussi avocat. Il est titulaire des cours de droit administratif approfondi et droit de l'environnement, tous deux donnés au master. Le cours d'approfondissement porte sur le régime des autorisations administratives que les particuliers et les entreprises doivent obtenir dans toute une série de domaines. Il est abondamment illustré de cas concrets issus de ma pratique d'avocat. Au cours de droit de l'environnement, on examine notamment les règles de droit international qui fondent le contentieux climatique dont la presse s'est fait largement l'écho, mais aussi les règles de droit interne qui protègent les éléments de l'environnement. Monsieur Luc Donnet est conseiller d'État. Il enseigne le contentieux administratif qui vient en master. L'objectif principal du cours, c'est de voir ce qui se passe après un arrêt d'annulation du Conseil d'État. Prenons l'exemple du fonctionnaire dont la promotion vient d'être annulée. Est-ce qu'il peut continuer à exercer sa fonction ou est-ce que, au contraire, le concurrent qui a gagné son procès vient prendre automatiquement sa place, son salaire et son ordinateur? En réalité, un arrêt d'annulation ne résout pas tout. Ce qui se passe après le Conseil d'État est donc aussi important que ce qui se passe avant. Et pour terminer, le professeur François Onclin. Il enseigne le droit de l'urbanisme et le droit administratif immobilier. Ce cours a pour objet principal l'étude du droit wallon d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. L'étudiant est amené à se familiariser avec les instruments qui intéressent l'utilisation du sol d'une part et les constructions d'autre part. Quelles activités sont admises dans telle partie du territoire? Quels travaux sont soumis à autorisation? À quelles conditions puis-je obtenir mon permis? Ou encore, que se passe-t-il si je réalise des actes et travaux sans le permis requis? Voilà quelques-unes des questions qui sont abordées dans le cadre de ce cours. Beaucoup dans notre vie quotidienne dépend du droit international public. Dans cette capsule vidéo, nous aborderons quelques exemples qui vous permettront de comprendre l'objet de ce droit, son intérêt et sa diversité. Le premier exemple choisi est celui des changements climatiques. Ce phénomène désigne l'augmentation anormale de la température sur Terre. Depuis 6000 ans, la température moyenne du globe est de 15 degrés. Cette température moyenne a cependant augmenté de 0,58 degrés en 1880 et 2012. Et cette augmentation ne cesse de s'accélérer. La cause principale de cette augmentation
et les émissions de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou CO2. Cette augmentation de la température moyenne s'explique par un phénomène à l'origine naturelle, l'effet de serre. L'effet de serre désigne le phénomène par lequel une partie des rayons du Soleil est réfléchie par la Terre vers l'espace. Les gaz à effet de serre permettent de retenir une partie des rayonnements et de les renvoyer vers la Terre. Cela permet donc à l'atmosphère de se réchauffer. Le problème est que ce mécanisme naturel a été amplifié par l'homme qui émet trop de gaz à effet de serre. Ainsi, l'atmosphère se réchauffe trop et trop rapidement et cela a de nombreuses conséquences. Ces conséquences ont été analysées par de nombreux scientifiques depuis des décennies. D'abord dans le cadre de l'ONU, le célèbre GIEC. Elles sont dramatiques, non seulement pour l'humanité, mais également pour la Terre, les animaux, la faune et la flore, le vivant de manière générale. Ces conséquences sont déjà visibles. Il s'agit par exemple des dérèglements météorologiques caractérisés par une augmentation des sécheresses, des inondations, des incendies et des ouragans. Ces conséquences sont également la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer, le réchauffement des eaux et plein d'autres encore. Face à ce problème, il est nécessaire de trouver des solutions. Ces solutions, bien qu'elles doivent être trouvées à de multiples niveaux de pouvoir, doivent d'abord être trouvées au niveau international. Pourquoi ? Parce que les changements climatiques sont un phénomène global. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un phénomène qui concerne toute la planète. En effet, peu importe l'endroit où surviennent les émissions de gaz à effet de serre, ces émissions contribuent au réchauffement climatique qui, lui, a des conséquences globales. Ainsi, même si une partie des États de la planète n'émettait plus de gaz à effet de serre, mais que le reste de la planète continuait à en émettre des tonnes, le réchauffement climatique continuerait d'avoir lieu et ses conséquences ne seraient pas limitées aux États qui produisent toujours ces émissions. Le droit international public est la branche du droit qui permet de trouver ces solutions au niveau international, c'est-à-dire entre tous les États. Il le fait notamment grâce à ce qu'on appelle des traités. Les traités, ce sont des règles que les États doivent respecter. Ces règles sont adoptées ensemble par les États, c'est-à-dire que ce sont les États qui décident quelles règles ils vont s'imposer. Pour qu'elles soient adoptées, tous les États doivent se mettre d'accord, ce qui n'est pas toujours évident. On se retrouve alors face à des règles qui sont parfois très vagues ou non obligatoires. En matière de changement climatique, les États ont adopté un traité, l'accord de Paris de 2015. Dans ce traité, la solution trouvée a été de fixer pour objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète à 1,5 degré, voire 2 degrés. L'étude du droit international public permet de répondre à plusieurs questions essentielles. D'où vient le résultat ? Comment ce traité va être appliqué ? Est-il obligatoire ? Que se passe-t-il si les États ne le respectent pas ? Peut-on le changer ? Et de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser concernant ce phénomène et la manière dont les États ont décidé de le solutionner au niveau international. Passons maintenant au second exemple avec la pandémie de la Covid-19. La pandémie de la Covid-19 a touché l'ensemble de la planète, et ce, pour plusieurs raisons. Le coronavirus est d'abord et avant tout un virus très contagieux qui se transmet entre êtres humains. Ensuite, nous vivons dans un monde globalisé. Les voyages et les échanges commerciaux sont quasi permanents et permettent à presque n'importe qui ou n'importe quoi de parcourir des milliers de kilomètres en peu de temps. Ces deux constats permettent de comprendre comment le coronavirus a pu se propager rapidement dans le monde entier. Vous comprenez également que face à un problème de cette nature, la coopération entre États, internationale, est indispensable à plusieurs niveaux. Tant que le virus continue d'exister et de se propager dans certains États, les autres ne sont pas à l'abri d'une réémergence du virus. Des solutions globales appliquées par tous les États sont nécessaires. Certains États n'ont pas les moyens d'assumer la gestion de cette crise, tant d'un point de vue matériel qu'humain. L'intervention solidaire d'autres États est essentielle pour ceux-ci. Outre toutes les questions que cette crise pose, un acteur est au centre de cette pandémie, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette organisation est une organisation internationale, à savoir une organisation, liée comme d'autres, à l'ONU, qui regroupe des États autour d'un sujet particulier, en l'occurrence la santé. L'étude du droit international public permet de comprendre le rôle de l'OMS dans la pandémie de la Covid-19 et dans les précédentes pandémies, les compétences qu'elle a, ce qu'elle peut ou non faire, l'étendue de sa responsabilité, ce qu'elle peut imposer ou non aux États, etc. Un troisième et dernier exemple, et non des moindres, est celui de la guerre.
Les 2 guerres mondiales ont donné lieu à des révolutions en matière de droit international public et plus précisément en matière de droit international humanitaire. Celui-ci est une branche du droit international public qui réglemente ce qu'on peut ou non faire en cas de conflit armé. Toutefois, cette forme de guerre n'existe plus, ou plutôt s'est transformée. Aujourd'hui, les drones ont pris le pas sur les êtres humains. Les armées étatiques se battent rarement entre elles, mais contre des groupes armés. Comment faire face à ces évolutions ? Comment les règles issues des 2 guerres mondiales sont-elles appliquées ? Doit-on en ériger de nouvelles ? De très nombreux autres problèmes se posent et nécessitent d'être résolus par le droit international public. Plusieurs entreprises veulent organiser des voyages touristiques dans l'espace. L'espace extra-atmosphérique est un espace qui n'appartient à aucun État. Dès lors, qui peut organiser ces voyages ? Comment faire pour concilier ces voyages avec les missions scientifiques et tous les satellites en orbite autour de la Terre ? Que faire en cas de collision ? Qui sera responsable ? Il faut stabiliser l'Afghanistan, qui traverse une multiplicité de crises. Chute du gouvernement, conflits internes, pandémie, crise économique, résurgence de la production de drogue. Or, ce n'est possible que par un accord international entre une série d'États voisins et concernés. C'est ainsi qu'en étudiant le droit international public, vous aurez la possibilité de comprendre ces phénomènes globaux, ces enjeux internationaux et la manière dont ils sont solutionnés ou non par les États ensemble. Le droit européen comprend l'ensemble des règles de droit issues des organisations internationales regroupant différents États-nations européens, y compris la Belgique. Parmi ces organisations, 2 principaux acteurs peuvent être distingués. Le Conseil de l'Europe, qui fera l'objet de la partie du MOOC consacrée aux droits fondamentaux, et l'Union européenne. Cet exposé focalisera sur cette dernière organisation. Dans notre cursus en droit, vous suivrez 2 cours obligatoires en droit de l'Union européenne, le droit institutionnel en bloc 2 et le droit matériel en bloc 3. Ces 2 cours se penchent essentiellement sur la question de savoir comment l'Union européenne est structurée et quel est l'impact de ces réglementations du point de vue d'un juriste belge. Dans ce qui suit, je vous présenterai brièvement le droit de l'Union en partant de 3 questions directrices. Ces questions vous permettront d'apprécier l'actualité, l'intérêt et les particularités de l'Union européenne. Vous avez sans nul doute entendu parler du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cet événement montre que l'Union reste avant tout une association parmi différents États, 27 à l'heure actuelle. Dans son essentiel, l'Union européenne est et reste une organisation internationale fondée sur un traité conclu parmi des États souverains, sur base du droit international public. Malgré certaines critiques, beaucoup moins en Belgique qu'ailleurs, que l'Union européenne se présente de plus en plus comme super-État, peu contrôlé et contrôlable, l'Union européenne n'a jamais eu pour ambition ou pour conséquence de remplacer ses États membres. En revanche, son origine se situe bien au sein du droit international public. Après la Seconde Guerre mondiale, 6 États européens, la Belgique, Luxembourg, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie, ont souhaité formaliser une collaboration sur le plan économique. Au fur et à mesure, d'autres se sont joints à cette initiative et les compétences de l'organisation se sont élargies. Dans toutes ces démarches, les États ont sans cesse utilisé l'instrument le plus classique du droit international public, un traité international conclu parmi des États souverains sur pied d'égalité. Ce sont les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne qui se réunissent en Conseil européen pour déterminer les grandes lignes politiques que poursuivra l'Union européenne. De la même manière, ces gouvernements, ou au moins leurs représentants, font partie du pouvoir législatif de l'Union européenne. Le Conseil est l'une des chambres législatives de l'Union qui doit approuver tout instrument législatif au niveau de l'Union européenne. Cette structure essentiellement fondée sur le droit international public explique aussi pourquoi les États participant à l'Union européenne auront toujours la possibilité, selon des conditions déterminées au préalable, de quitter l'Union et de ne plus en faire partie.
L'exemple très clair du Brexit a montré que cette possibilité, qui est réservée aux États membres, est bien réelle. Depuis 2009, le traité instituant l'Union européenne fait directement référence à cette possibilité. Dans la pratique, une telle sortie n'a pas été facile et demande des négociations et la conclusion d'accords supplémentaires. L'Union a été créée afin de permettre la réalisation des choses que les États pouvaient réaliser difficilement de manière individuelle et séparée. Ce qui distingue l'Union européenne de beaucoup d'autres organisations internationales est le fait que les États membres se sont mis en accord d'attribuer des pouvoirs législatifs et réglementaires au niveau européen. Il en résulte que l'Union peut adopter des réglementations qui ont un impact direct dans la vie des particuliers. Ces réglementations sont adoptées généralement sur proposition de la Commission européenne. La Commission qui est le gardien des intérêts communs de l'Union et qui contient un membre issu de tous les États membres. Pour la Belgique actuellement, M. Didier Reynders. La proposition faite par la Commission doit ensuite être approuvée par le Conseil, rappelez-vous les représentants des gouvernements des États membres, et aussi généralement par le Parlement européen, qui est composé de députés élus directement dans tous les États membres de l'Union européenne. Une production significative des instruments législatifs européens a lieu et continue d'avoir lieu. Prenons deux exemples récents. Dans l'objectif de stimuler les voyages au sein des États de l'Union européenne et confrontés à une grande variété de tarifs internationaux relatifs à la téléphonie mobile, le législateur de l'Union européenne a proposé un règlement abandonnant ce tarif. Depuis lors, vous téléphonez en France selon les conditions de votre abonnement téléphonie mobile en Belgique. Un autre exemple récent, dont vous avez sans doute entendu parler, est le RGPD, un règlement sur la protection de données personnelles qui a pour conséquence que vous devez souvent cocher des cases lorsque vous visitez des sites web. Cet instrument vise néanmoins à garantir que vos données personnelles, y compris votre historique de recherche sur Internet, ne sont pas transmises à d'entreprises qui souhaitent vous vendre leurs produits, au moins en l'absence de votre autorisation à cet effet. Ces différents instruments législatifs montrent que des problèmes de nature transfrontalière qui nécessitent une solution européenne font l'objet principal des interventions législatives européennes. Les traités contiennent une liste de compétences qui peuvent être mises en œuvre dans ce contexte. Cette liste comprend notamment la protection des consommateurs, mais aussi la libre circulation des personnes, marchandises, capitaux et professionnels partout dans l'Union européenne. Cette liste comprend également le droit de voyager sans passeport vers d'autres États membres. Ce cadre de compétences et les procédures législatives seront abordés de manière détaillée dans le cadre de vos cours de droit de l'Union européenne. Il est important de préciser que dans ce contexte, l'Union européenne ne dispose que des pouvoirs qui lui ont été accordés par les traités fondateurs, sur lesquels les États membres, les États fondateurs, se sont mis en accord. Cela explique pourquoi, à titre d'exemple, lors de la crise en Afghanistan en été 2021, l'Union européenne n'a pas pu intervenir avec une armée européenne. Les États n'ont simplement pas voulu que l'Union s'occupe de ces matières. L'Union européenne est un grand producteur de normes juridiques. Ces normes font partie de l'ordre juridique de l'Union européenne et au sommet de cet ordre juridique se situent les traités. On distingue le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toute réglementation qui est adoptée ne peut pas aller à l'encontre de ces traités.
Contrairement à la majorité des organisations internationales, les États membres ont également mis sur pied une Cour de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, qui veille au respect des traités. Cette Cour a, au fur et à mesure de ses interventions, donné aux juristes nationaux, y compris des juristes belges, les outils pour pouvoir invoquer le droit de l'Union européenne devant les cours et tribunaux nationaux. Remontons à cet égard dans les années 60, quand la Cour a reconnu dans son célèbre arrêt Van Gent et Loos que les traités fondateurs ainsi que les instruments législatifs adoptés par les institutions de l'Union européenne peuvent bénéficier d'un effet direct. Qu'entendons-nous par là? L'effet direct implique que les normes européennes dont nous venons de parler peuvent être invoquées directement devant les cours et tribunaux nationaux. À titre d'exemple, une hôtesse de l'air, Madame Defresne, a été en mesure d'opposer une interdiction de discrimination sur la base du genre. Son salaire était moins élevé à l'époque que celui de ses homologues masculins, a opposé cette interdiction à son employeur et à l'État belge qui a dû modifier sa législation. Ce qui est remarquable ici, c'est la possibilité d'invoquer directement une norme de droit européen, en l'occurrence une interdiction de discrimination, sans devoir attendre une quelconque transposition dans le droit belge. Depuis, les cours et tribunaux ont rapidement fait usage de cette possibilité et accueillent volontiers des arguments directement tirés du droit de l'Union européenne. Mais il y a plus. La Cour a également reconnu, de manière très importante, la primauté du droit de l'Union européenne. Tout règle et principe de droit de l'Union européenne prime sur n'importe quelle disposition du droit national, y compris des dispositions de la Constitution nationale en conflit avec le droit de l'Union européenne. Il en découle que le droit de l'Union contient un instrument extrêmement fort, permettant aux juristes belges de mettre hors d'application, dans un litige concret, des normes de droit belge qui sont en conflit avec le droit de l'Union européenne. Dans la pratique, nombreux sont les particuliers qui ont gagné un cas grâce au droit de l'Union européenne. Pour reprendre notre exemple de Madame Defresne, elle a pu faire prévaloir le droit de l'Union sur le droit belge de l'époque. Dans le cours de droit matériel européen en bloc 3 de votre cursus, nous vous expliquerons comment le droit de l'Union peut être utilisé dans la pratique du juriste. À titre personnel, j'espère vivement pouvoir vous y rencontrer et vous expliquer l'impact profond qu'a eu l'Union européenne sur l'ordre juridique belge. Dans les sections précédentes de ce module, consacré au droit public, nous nous sommes principalement intéressés à la manière dont l'État est organisé et administré, ainsi qu'à la façon dont il construit ses relations juridiques avec d'autres États, au niveau international et au niveau européen. Nous n'avons encore guère exploré la question de savoir ce que peuvent faire les États. Les États, comme la Belgique, adoptent des règles sous la forme de lois, de décrets, d'arrêtés. Existe-t-il des limites juridiques au pouvoir de décision et d'action des États? N'y a-t-il pas des bornes à l'action des États qui permettraient, par exemple, d'assurer des droits et des libertés aux individus qui vivent sur leur territoire? Cette question appelle une réponse en deux temps, car il nous faut d'abord parler de la notion de souveraineté avant de venir à ce qu'on appelle les droits fondamentaux. L'idée de souveraineté d'abord. La souveraineté est une caractéristique associée à tout État et qui signifie que celui-ci n'est soumis à aucune autre puissance. Il est donc indépendant par rapport aux autres États et n'est dominé par aucune autre force sur son propre territoire. La souveraineté implique aussi en principe qu'un État est libre d'adopter n'importe quelle règle juridique, y compris des règles qui pourraient être nuisibles, oppressantes, voire destructrices pour la population. Dans un État démocratique, le concept de souveraineté a en principe pour conséquence que la volonté de la majorité doit triompher, quel que soit le contenu de cette volonté. On a donc, à première vue,
Une réponse négative à la question de savoir s'il existe des limites à la puissance des États, puisque la souveraineté paraît être l'exact opposé de la limitation au pouvoir étatique. Cependant, rien n'interdit aux États de décider souverainement d'autolimiter leur puissance. Et c'est là qu'intervient le concept de droits fondamentaux, on parle aussi de droits de l'homme ou de droits humains. On observe en effet que, depuis des siècles, de nombreux États se sont volontairement soumis à des règles qui encadrent le pouvoir de leurs autorités et qui interdisent à celles-ci certains actes ou certaines décisions. Ainsi, en Belgique, comme dans bien d'autres États, le droit à la liberté d'expression interdit aux autorités de censurer les auteurs ou les artistes. Le droit à la vie privée interdit aux forces de police de pénétrer dans les domiciles privés, sauf si des conditions précises sont remplies. Et la liberté de religion interdit au gouvernement de réserver des avantages à celles et ceux qui adhèrent à la religion majoritaire. Les droits fondamentaux sont donc des règles qui contraignent les autorités des États, qui limitent leur pouvoir et qui assurent corrélativement des libertés aux individus. Comment réconcilier le concept de souveraineté, qui semble accorder un pouvoir absolu aux États, et ce système de droits fondamentaux qui vient précisément limiter ce pouvoir? Historiquement, les États ont exercé leur souveraineté pour s'autolimiter de deux façons. En adoptant des constitutions d'une part, et en concluant des traités internationaux d'autre part. C'est d'abord par des constitutions nationales que les droits fondamentaux ont été consacrés dans les États. Cette tendance se développe à la fin du XVIIIe siècle avec les révolutions françaises et américaines et se poursuit au XIXe et XXe siècle. Quand la Belgique est devenue un État, elle s'est dotée d'une constitution qui est entrée en vigueur en 1831 et qui contient une série de droits au profit de la population. La constitution belge oblige les autorités du pays à respecter ces droits et à ne pas adopter de lois qui y contreviendraient. Bien d'autres États, en Europe et sur d'autres continents, ont suivi ce mouvement et ont consacré des droits fondamentaux par le biais de constitutions. Plus récemment, dans l'histoire, les États ont accepté de s'autolimiter d'une autre manière. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a malheureusement conduit bien des États à bafouer les droits fondamentaux, de nombreux traités internationaux ont été conclus dans le but de raviver ces droits et de leur donner un nouvel écrin. Parmi les traités pertinents les plus importants, on peut citer la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Plus récemment, l'Union européenne s'est aussi dotée d'une charte des droits fondamentaux. Ce développement international des droits fondamentaux permet un certain contrôle mutuel des États dans ce domaine. Certains des traités précités instaurent des organes de surveillance, voire de véritables juridictions, comme la Cour européenne des droits de l'homme. Avant d'illustrer ce sujet par un exemple pratique, il me semble utile de préciser encore 3 éléments. 1. Les droits fondamentaux ne sont généralement pas absolus. 2. Ils imposent parfois aux États des actions positives. Et 3. Le respect effectif est contrôlé par des juges nationaux et internationaux. Premier point. Sauf exception, comme l'interdiction de la torture, les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Autrement dit, les autorités peuvent très bien en limiter l'exercice par les individus. Ainsi, comme nous le verrons dans quelques minutes, la liberté d'expression peut être limitée pour interdire certains types de discours, comme les discours haineux ou incitant à la violence. Les États, qui punissent les auteurs de ces discours, restreignent certes la liberté d'expression, mais ils ne violent pas nécessairement le droit à la liberté d'expression des personnes qui se sont exprimées ainsi. On peut aussi admettre que les États limitent la liberté de réunion, par exemple pour lutter contre la propagation de virus dangereux pendant une épidémie, ou qu'ils restreignent la vie privée de personnes suspectées de commettre des actes terroristes en surveillant leur communication. Dans tous ces cas, les limitations aux droits pourront être admises à condition qu'elles soient prévues par la loi, qu'elles visent un but légitime, par exemple protéger la santé ou lutter contre les infractions, et qu'elles soient proportionnées, c'est-à-dire raisonnables et mesurées par rapport au but qu'on cherche à atteindre. Une mesure qui restreint un droit fondamental est donc admissible si elle respecte les principes de légalité, de légitimité et de proportionnalité. Ce sont 3 principes fondamentaux. Deuxième point.
Les droits fondamentaux ont d'abord été conçus comme des règles visant à interdire aux autorités de s'en prendre aux libertés des individus, ne pas censurer, ne pas pénétrer dans les domiciles, etc. On parle d'obligations négatives. Mais les droits fondamentaux, tels qu'on les conçoit de nos jours, imposent aussi aux États certaines actions. On parle alors d'obligations positives. Par exemple, le droit à la vie oblige les États à prendre des mesures raisonnables pour éviter des décès prévisibles, ce qui suppose des réactions adéquates face à certains risques, comme des risques de catastrophes naturelles ou industrielles, ou encore face à des menaces criminelles. Troisième et dernier point, les juges jouent un rôle primordial dans le système des droits fondamentaux. La Constitution et les traités internationaux qui contiennent les droits fondamentaux s'imposent aux autorités, notamment au pouvoir législatif et exécutif. Mais ce sont les juges qui ont le pouvoir de vérifier si ces droits sont effectivement respectés. Quels juges ? Tous les juges, tous les tribunaux du royaume ont un rôle à jouer, notamment parce qu'ils ont le devoir de ne pas appliquer les règles qui violent les droits fondamentaux. Certaines juridictions ont en outre un rôle tout particulier. C'est le cas de la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir d'annuler une loi qui ne serait pas compatible avec un des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Des juges internationaux peuvent aussi intervenir dans les litiges qui concernent les droits fondamentaux. Dans l'hypothèse où une personne estime que la Belgique a violé un droit inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle n'est pas parvenue à convaincre les tribunaux belges, cette personne pourra encore demander à la Cour européenne des droits de l'homme de se pencher sur son cas. Et si la Cour juge que l'État belge n'a pas respecté ses obligations, elle le condamnera à revoir ses règles pour ne plus commettre de violations à l'avenir. La matière des droits fondamentaux est très casuistique. Cela veut dire que sa maîtrise requiert l'étude de cas qui ont été traités concrètement par des juges. Je vais céder la parole à Mathilde Fransen, qui va illustrer notre sujet à l'aide d'un cas pratique. Penchons-nous à présent sur une affaire concrète pour mieux comprendre les enjeux de la matière, mais aussi les modes de raisonnement qui lui sont particuliers. Aborder ce cas concret nous permet d'évoquer une mesure prise par l'État qui affecte un droit fondamental et nous amène à nous demander si cette mesure peut être justifiée. Pour ce faire, il faudra vérifier qu'elle respecte les principes de légalité, de légitimité et de proportionnalité dont nous avons déjà parlé. Lors d'une campagne électorale, un candidat publie à répétition sur différents réseaux sociaux des programmes politiques comprenant des propos haineux et violents envers des communautés immigrées en raison de leur couleur de peau. À la suite de cela, des personnes et associations heurtées par ces publications portent plainte à l'encontre de ce candidat. Des poursuites pénales pourraient alors être engagées à l'encontre de l'auteur de ce programme politique pour incitation à la haine et à la violence, sur le fondement de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou bien la xénophobie. Imaginons que dans de telles circonstances, les tribunaux belges condamnent le candidat à une peine d'emprisonnement de 5 ans. Nous sommes ici face à une restriction de la liberté d'expression. Il convient alors de se demander si cette restriction est justifiable dans ce cas précis. On peut éventuellement considérer que l'objectif qui est poursuivi par les autorités est légitime. Il s'agit en effet de protéger les droits d'autrui, ceux des personnes immigrées, ainsi que l'ordre public. En revanche, on ne peut pas considérer que la mesure soit prévue par une base légale prévisible. En effet, la loi du 30 juillet 1981 que j'évoquais il y a un instant prévoit que l'incitation à la haine, dont s'est rendu le coupable le candidat, peut être punie d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an. Et donc, la peine qui est prononcée par les juridictions belges, c'est-à-dire 5 ans d'emprisonnement, outrepasse cette fourchette et n'est donc pas fondée sur une base légale. Cette mesure pose également question au regard du critère de proportionnalité, qui veut que la voie la moins attentatoire possible aux libertés soit empruntée pour atteindre l'objectif qui est visé. Dès lors que la mesure ne repose pas sur une base légale prévisible et n'est pas strictement nécessaire dans une société démocratique, la mesure n'est pas justifiée et viole la liberté d'expression du candidat. Mais quelle serait alors la mesure qu'auraient pu adopter les juridictions pour punir les faits reprochés au candidat ? Eh bien, elles auraient pu notamment condamner le candidat à une peine de travail à exécuter dans le secteur de l'intégration des étrangers et également déclarer le concerné inéligible pour quelques années. Il s'agit d'une peine que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugée comme étant admissible, compatible avec la liberté d'expression. Cette affaire, inspirée d'un cas réel, nous montre concrètement que les droits fondamentaux encadrent l'action des États, en les empêchant par exemple de punir trop sévèrement une personne qui a exercé sa liberté d'expression. Mais elle nous montre aussi que les droits fondamentaux sont relatifs, non absolus, puisqu'ils permettent à un État de prononcer une sanction modérée contre un candidat qui a utilisé la liberté d'expression pour produire un discours haineux,
susceptibles d'entraîner des comportements violents à l'égard de certaines catégories de la population. Les contours précis des droits fondamentaux et la manière dont on peut les faire valoir devant les juges nationaux et internationaux requièrent des développements approfondis qui sont proposés dans le cadre de plusieurs cours offerts à la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de Liège. Voilà, maintenant vous savez la différence entre le droit public et le droit administratif, et comment ces notions s'appliquent dans la vie réelle et dans vos études. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et restez attentifs, car dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le droit administratif régule vraiment la vie dans les institutions publiques, avec des exemples concrets qui vont vous surprendre.